Je voudrais de prime abord remercier les autorités du Niger au plus haut niveau, les membres du CNPS et en particulier le général Tchani, chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères qui m'ont permis de venir au Niger, qui m'ont permis de venir à Niamey, malgré les situations difficiles. Vous savez, mon pays, le Bénin, par la force des choses, a connu des difficultés avec le Niger. Je voudrais d'abord, au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien. Des choses se sont passées, des choses graves, qui ont engendré des sacrifices, qui ont engendré des difficultés, qui ont engendré des problèmes. Ici au Niger, ici à Gaïa, nous demandons pardon parce que nous sommes des frères. Nous allons prier Dieu, nous allons prier Allah pour que plus jamais, ces choses ne puissent se passer encore. Je suis au Niger, mais je suis à Gaïa. Gaïa est le symbole de l'intégration entre les peuples. Gaïa est le symbole de l'intégration entre le Niger et le Bénin. J'ai eu hier le bonheur d'un appel de mon ministre des Affaires étrangères à qui M. Chadaré, l'ambassadeur du Niger près du Bénin, a présenté hier les campus figurés. C'est un bon élan, c'est un grand pas pour la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Quand c'est bien, il faut le dire, chacun de nous travaillera pour que le passage entre Malanville et Gaïa soit un passage libre. Chacun de nous pesera de son poids pour que cette amitié soit restaurée. Je vous remercie. Quand on parle de sucre, nous avons les sucres complexes et les sucres libres. Quand on parle de sucres complexes, ce sont les sucres qu'on retrouve dans les aliments que nous consommons. Quand on prend un plat typique, la pâte de maïs et la sauce et tout, là on retrouve les sucres complexes. Mais quand on prend le sucre ajouté, le sucre de table, là c'est un sucre libre. Le pancréas va sécréter l'insuline qui va favoriser l'absorption de ce sucre-là, c'est-à-dire le passage du sucre du sang au niveau des cellules. Si ce passage-là se fait et que la quantité de sucre présente dans le sang est énorme, excessive, alors là, l'insuline favorise l'entrée de ce sucre-là dans le sang et le sucre qui va rester dans le sang sera stocké au niveau des tissus adipeux, au niveau de l'organisme sous forme de graisse. Ce graisse-là va favoriser un surpoids à la longue, l'obésité, qui est en quelque sorte un facteur de risque pour les maladies. Chaque individu a un besoin énergétique donné journalier. Donc, tout ce que l'homme doit consommer en une journée, ça doit être quantifié. Ce besoin-là est en quelque sorte généralisé pour tout le monde. Mais ça devient spécifique quand l'individu exerce une profession donnée, a une activité donnée qui lui demande une dépense d'énergie donnée. Donc, quand la personne dépense plus d'énergie dans ses activités, alors ce besoin énergétique-là sera quantifié, sera ajouté à ses besoins de base. Le seuil recommandé pour une consommation en sucre par l'OMS est de 25 grammes par jour, ce qui équivaut à 5 morceaux de sucre. En termes de sucre ajouté. Maintenant, quand on prend les sucres complexes qui se retrouvent dans les plats quotidiens que nous prenons, ça varie de 45 à 65% de l'apport journalier. C'est-à-dire quand on prend tout ce que l'individu doit consommer tout au long de la journée, les aliments sources de glucides doivent apporter 45 à 65% de l'énergie totale de la journée.
l'excès en sucre, ça nuit gravement parce que un individu qui consomme excessivement du sucre, cela va le conduire en fait vers le surpoids, ensuite l'obésité qui va survenir car l'excès de sucre sera emmagasiné au niveau de l'organisme sous forme de graisse. Et ces graisses-là vont empêcher l'insuline qui sera sécrétée par le pancréas pour pouvoir métaboliser, pour pouvoir absorber le sucre présent dans le sang. Donc tout cela va conduire au diabète, ensuite à l'hypertension, les maladies rénales et autres. Et ces graisses-là, non seulement seront stockées au niveau des tissus adipeux, mais également au niveau des vaisseaux sanguins, ce qui va augmenter le risque des maladies cardiovasculaires, l'hypertension qui sera présent, l'AVC qui sera aussi à la porte et autres. Donc, en gros, éviter les sucres ajoutés, prioriser les aliments sains, c'est-à-dire les plats équilibrés, les féculents, les aliments sources de glucides, légumes et les protéines. Ensuite, ajouter du fibre et respecter scrupuleusement 2 portions de fruits par jour, c'est-à-dire un en matinée et un autre en soirée. Et buvez suffisamment d'eau, au moins 1,5 litre d'eau par jour. Alors, en cette période sensible, comme vous le dites, le rôle du journaliste n'est pas différent de son rôle habituel, à savoir informer, sensibiliser, éduquer et divertir. Mais le rôle est un peu plus délicat en cette période parce qu'effectivement, les informations sont plus sensibles. Les informations méritent vraiment d'être traitées avec beaucoup d'attention et surtout beaucoup d'objectivité. Et donc, on va demander aux journalistes de faire un peu plus d'efforts les moments où tout va bien, qu'on peut traiter l'information sans crainte de quoi que ce soit. Alors, vous savez que déjà, on parle de la grande muette. Et donc, les corps habillés ne sont pas très bavards, malheureusement. Et pour que le journaliste arrive à informer la population qui est dans le besoin de l'information, il faudrait que lui-même il puisse avoir l'information. Et donc, nous allons demander déjà une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour aider justement les journalistes à avoir l'information et surtout la bonne. Parce que le gros challenge pour le journaliste, c'est d'informer, mais en même temps de donner la bonne information et l'information qui est juste et vraie. Donc, si le journaliste n'a pas l'information, ça devient compliqué pour lui parce que la population attend d'avoir l'information. Et forcément, on va demander une meilleure complicité des forces de défense et de sécurité pour vraiment accompagner le journaliste, aider le journaliste à bien faire son travail. Il faut faire très attention justement pour ne pas verser dans la désinformation ou ne pas participer à renforcer la rumeur, à devenir un canal de diffusion de rumeurs, de canal de diffusion de fausses informations. Donc, chaque fois que le journaliste a une information, il faudrait qu'il fasse vraiment le travail que nous savons si bien faire, l'investigation, arriver vraiment à toucher les différentes sources possibles pour être sûr que cette information-là est juste et ne pas être en fait l'élément qui participe à diffuser une fausse information parce que très rapidement ça peut créer des situations qui deviennent vraiment très ingérables pour la population en général. S'il y a un appel, c'est une fois encore invité au professionnalisme parce que notre profession est une profession qui est très noble et qui a également son code de conduite, qui a ses règles. Et donc, faisons de notre code d'éthique et de déontologie un document très précieux que nous allons devoir vraiment maîtriser, utiliser les informations qui sont dedans pour nous aider à bien faire notre travail. Il n'y a pas meilleure satisfaction pour un journaliste d'arriver à informer la population, mais d'informer la population avec des informations justes. La tâche n'est point du tout facile pour le journaliste, qui plus est en ce moment où les informations sont quand même assez sensibles, surtout du point de vue des attaques terroristes. Mais on ne peut que nous souhaiter du courage
et nous inviter à rester très vigilants et surtout faire preuve de beaucoup de professionnalisme dans le traitement de l'information, à ne occulter aucune étape dans le traitement de l'information, depuis la collecte, le traitement, avant d'arriver à la diffusion de l'information et surtout la vérification de l'information. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de personnes qui se font passer pour des acteurs de médias ou des donneurs de l'information. Il faut qu'on arrive quand même à faire la distinction entre un professionnel de médias, un vrai, et bon, un kidam qui se fait passer pour un donneur d'information, un donneur de l'information. Donc, il faut vraiment travailler à ce que on arrive à reconnaître la qualité de l'information qui est donnée par un professionnel comparativement à une information qui est donnée par un monsieur, madame, tout le monde, qui est quand même là et qui a l'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et qui diffuse quand même parce que veut faire voir ou veut montrer aux autres que lui il a l'information. La particularité du journaliste, c'est que quand il a l'information, il va faire le travail d'investigation nécessaire, les recoupements nécessaires, le traitement nécessaire avant de passer à l'étape de la diffusion de l'information. Et qu'il vous souvienne, il y a quelques années, quand on dit, c'est la télé qui a dit, ah, télé est dormé, radio est dormé, ça devient comme une parole d'évangile. Donc, il faudrait que nous travaillions vraiment à rester dans ce couloir-là en tant que acteur de médias, en tant que professionnel de médias. La reprise de cours ce lundi à Goma n'a pas connu l'ambiance habituelle. Si quelques élèves ont tenté de retourner en classe, la majorité des écoles sont restées désespérément vides. On est venu ici à l'école pour étudier, mais en fait, on a trouvé qu'il n'y a pas un bon nombre d'effectifs d'élèves qui sont venus encore étudier parce qu'ils ont peur qu'à l'école, il y a ceci et cela. Tout le monde a peur. Mais... Malgré l'appel du M23 à la reprise de cours, l'incertitude persiste. Dans la cour de cette école, le silence est assourdissant. Le pupitre sont vides et les enseignants se retrouvent seuls, sans élèves. Les enseignants sont presque tous présents, mais les élèves deviennent trop peu nombreux. Sur 1000 élèves, nous venons d'enregistrer seulement 20. Alors ça devient difficile pour nous de commencer les activités avec 20 élèves sur 1000. Des enseignants désemparés vivent un climat d'incertitude et se questionnent sur leur prise en charge. Nous, enseignants, nous touchons notre salaire au niveau de la banque. Voilà, ce mois de janvier vient de s'écouler, nous n'avons pas touché notre salaire. Et nous sommes au mois de février maintenant. Maintenant, il y a une question que nous posons. Est-ce que c'est le gouvernement de Kinshasa qui va nous payer ou ce sont les autorités établies au niveau de la ville qui vont nous payer? La ville de Goma, tombée aux mains de rebelles du M23 le 27 janvier dernier, a été le théâtre d'affrontements violents entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ces combats ont provoqué un climat de peur et d'incertitude, provoquant la destruction de plusieurs écoles et forçant plusieurs personnes à se déplacer dans les écoles. Une autre situation qui complique la reprise normale des activités. Goma, Malaika Élysée, Africa News. Ce lundi s'est ouvert au tribunal militaire de Kavumu le procès de 84 soldats congolais accusés de meurtre et d'autres crimes graves dans l'est du pays. Ils auraient tué au moins 12 personnes et violé plusieurs femmes dans les territoires de Kabaré et de Calais. Tous ces militaires, il est prouvé qu'ils ont tué, il y a, comme je l'ai dit, 12 personnes déjà dont nous déplorons, qui sont mortes. Et il y a eu des cas de viols dénombrés, de pillages, des scènes de pillage et de vols. Et tout ça, c'est ce pourquoi ils sont devant la barre aujourd'hui. Ce procès a lieu alors que la RDC est en guerre avec la progression des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le sud Kivu. Durant ce procès, l'accusation a demandé la peine de mort pour tous les accusés, tandis que la partie défense soulève des arguments sur les conditions de vie difficiles de ces soldats. Au moment où nous écoutons même nos clients sont en train de dire qu'ils étaient abandonnés par leurs commandants.
Ils étaient abandonnés par leur propre sort. Ils passaient même 4 jours, 1 semaine, 2 semaines au fond, sans manger. Et aujourd'hui, ils se retrouvent ici. Et les actes de vandalisme, est-ce que c'est eux les auteurs? Qui sont les vrais auteurs de ces actes de vandalisme? Il y a même des malades. Il y a même des gens qu'on est allé prendre à l'hôpital. Ils se retrouvent ici. Ils sont malades. Et on les amène par devant les gens. Est-ce qu'ils ne sont pas sacrifiés par leurs commandants? La question de la responsabilité reste au cœur du débat alors que l'enquête poursuit son cours. La décision de justice qui sera rendue pourrait avoir des conséquences non seulement sur les accusés, mais aussi sur l'armée congolaise. Le gel de l'aide internationale par le président américain Donald Trump continue de provoquer des ondes de choc à travers le continent africain. Les organisations éthiopiennes de défense des droits de l'homme s'inquiètent. Selon Massoud Gebeyehu Reta, directeur exécutif des organisations éthiopiennes des droits de l'homme, cette mesure pourrait porter un coup à l'action des organismes humanitaires. Cet argent appartient au peuple et il est destiné au peuple. C'est ainsi que le peuple américain souhaite soutenir d'autres communautés à travers le monde dans un esprit de fraternité mondiale. Ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire de l'exécutif, mais bien la volonté du peuple, qui veut venir en aide aux personnes touchées par les conflits, le changement climatique, les maladies et d'autres crises. Mon souhait est que cette décision soit très bientôt annulée. La semaine dernière, le ministère éthiopien de la Santé a licencié plus de 5000 agents en raison du gel de l'aide financière pour 90 jours imposée par l'administration Trump. Toutes ces actions vitales menées par les organisations de la société civile seront interrompues et imaginez combien de personnes continueront à souffrir. Ce serait vraiment un message très difficile pour nous en Afrique. L'USAID finance des projets dans environ 120 pays, dans la santé, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. L'agence joue un rôle clé dans l'assistance humanitaire en Colombie, la conservation de l'Amazonie brésilienne et l'éradication de la coca au Pérou. La raffinerie nigériane de Dangote Oil pourrait bientôt tourner à plein régime. La plus grande raffinerie d'Afrique, de 650 000 barils par jour, construite par le milliardaire nigérian Aliko Dangote à Lagos, a commencé à transformer le brut en produit, notamment en diesel, en naphtha et en carburéacteur, depuis janvier de l'an dernier. L'installation traite l'essence depuis septembre. Elle vise à concurrencer les raffineurs européens lorsqu'elle fonctionnera à pleine capacité, mais elle a du mal à se procurer suffisamment de brut local. Edwin Devakuma, directeur de la raffinerie de pétrole Dangote, indique un fonctionnement actuel à 85% de sa capacité, avec la possibilité d'aller jusqu'à 100% dans 30 jours. L'année dernière, la raffinerie s'est tournée vers l'importation de brut, après avoir été incapable d'obtenir des volumes suffisants malgré un accord avec le gouvernement nigérian pour l'achat de brut dans la monnaie locale, le naira. Plusieurs milliers d'Iraniens ont effectué le déplacement à la place de la liberté de Téhéran, à la faveur des 46 ans de la révolution qui a mis fin au règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Une commémoration annuelle qui, cette année, prend une connotation particulière au vu de l'actualité dans la région. Ce rassemblement montre la détermination du peuple iranien. Malgré les nombreux problèmes économiques imposés à notre pays, le peuple soutient toujours son système de gouvernance, sa révolution et son leader. Ils ne cesseront jamais de résister. Il s'agit du premier rassemblement de ce type depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il dit qu'il veut négocier. Si vous êtes un homme de négociation, pourquoi faites-vous ces mauvaises actions? Il dit qu'il veut faire cela, mais il cherche à bloquer toutes les voies dans tous les domaines. La médecine, la nourriture, l'eau. Les Américains font cela depuis toujours, et s'ils en avaient été capables, ils l'auraient déjà fait. L'Iran fait face à des sanctions américaines qui plombent la cote de la monnaie locale de manière drastique et historique.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères est à Washington. Badr Abdelati a été reçu par son homologue américain et de hauts responsables de l'administration Trump et des membres du Congrès. Cette visite du chef de la diplomatie égyptienne intervient moins d'une semaine après que le président Donald Trump a évoqué son plan pour que les États-Unis prennent le contrôle de Gaza. Dans une interview accordée à Fox News, Trump a déclaré qu'il ferait de Gaza la Riviera du Moyen-Orient. À la question de savoir si les Palestiniens de Gaza auraient un droit de retour sur le territoire, le président américain a répondu par la négative. Des déclarations qui surviennent alors que Trump accentue la pression sur les États arabes, en particulier ses alliés, la Jordanie et l'Égypte, afin que ces pays accueillent des Palestiniens de Gaza, qui considèrent ce territoire comme faisant partie de leur futur État. Au premier jour du sommet international sur l'intelligence artificielle à Paris, plusieurs voix se sont élevées pour défendre une technologie plus responsable. Mark Surman, président de l'entreprise Mozilla qui prend part à cet événement, a estimé que le développement d'idées visant à rendre l'intelligence artificielle plus sûre devait être une priorité. Nous introduisons une technologie qui, encore plus qu'Internet, va transformer notre économie et nos démocraties. Et en ce moment, ce sommet peut sembler un peu maladroit, comme si nous cherchions encore notre chemin, mais nous en avons besoin. Nous avons besoin d'un espace pour réfléchir. Nous devons continuer car l'intelligence artificielle doit rester entre les mains de l'humanité. Elle doit être contrôlée par nous et c'est tout l'enjeu de ces discussions. Le scientifique spécialisé en intelligence artificielle Joshua Benjo a mis en garde contre les dangers potentiels que pourrait représenter l'IA. Les gouvernements en général ne comprennent pas les risques dont je parle. S'ils en avaient conscience et s'ils comprenaient l'urgence potentielle d'agir, car il s'agit de quelques années et non de décennies, vu l'accélération des avancées, ils réagiraient aussi rapidement qu'ils l'ont fait pour la pandémie. Une manifestation intitulée « Pause IA » a rassemblé un groupe de personnes lundi, place de la Bastille à Paris, pour exiger une régulation internationale de l'IA. L'ONU a annoncé lundi la suspension de ses opérations humanitaires au Yémen. Il s'agit du bastion des rebelles Houthis qui détiennent 8 nouveaux membres du personnel onusien. Cette mesure extraordinaire et temporaire vise à équilibrer l'impératif de rester et d'assurer la continuité des opérations avec la nécessité de garantir la sécurité du personnel des Nations Unies et de ses partenaires. Cette pause a pour objectif de donner le temps aux autorités de facto et aux Nations Unies d'organiser la libération des membres du personnel onusien guidés par les principes d'impartialité, de neutralité, d'indépendance et d'humanité. Les Nations Unies restent pleinement engagées à assister les millions de personnes dans le besoin à travers le Yémen. Ces derniers mois, les rebelles ont arrêté des dizaines de membres du personnel onusien, ainsi que des personnes associées à des organisations humanitaires, à la société civile et à l'ancienne ambassade américaine à Sanaa, la capitale du Yémen. Les Houthis se gardent pour l'instant de tout commentaire.